Nous n'avons pas encore eu l'occasion de revenir sur le sommet Xi-Trump. Donald Trump le présente comme une victoire personnelle. Juste avant ce sommet, l'ASEAN et la Chine ont conclu un accord majeur en élevant leurs relations en réponse directe. Ils les ont renforcées, invoquant les tarifs douaniers et un environnement économique dopé par les États-Unis. De plus en plus, on voit l'Occident, en particulier les grands médias américains, commencer à remarquer cela, à lire les signes annonciateurs quant à la direction que prend la Chine et à ses avancées. Bon, d'accord, essayons 2 courts titres pour Trump-Xi. Le premier, c'était une pause. Rien de plus. La pause pourrait durer quelques mois peut-être, mais c'était une pause. La guerre commerciale et technologique va continuer. La guerre technologique continue en permanence. La guerre commerciale et tarifaire, juste une pause. Et c'est plus conceptuel. En gros, sans le dire des 2 côtés, il y a déjà une sorte de découplage contrôlé en cours. Donc le découplage va être plus ou moins acté, peut-être dans quelques mois ou d'ici 1 à 2 ans. Les Chinois sont, et c'est quelque chose que nous avons observé pendant les délibérations du plan quinquennal, les 4 jours de délibération à Pékin. Le prochain plan quinquennal sera approuvé en mars, lors des 2 sessions à Pékin l'année prochaine. Ce qu'ils ont discuté pendant ces 4 jours à Pékin concernait essentiellement les éléments du plan quinquennal. Encore une fois, leur marché intérieur et les problèmes qu'ils doivent résoudre. Surtout, ils ont parlé des chaînes d'approvisionnement et de leurs progrès commerciaux spectaculaires à travers l'Asie, et du cas de la Russie, qui constitue une partie très importante de l'Eurasie et de l'Asie centrale également. Disons, l'ensemble de l'Eurasie pour simplifier. Ce sont donc les points les plus importants, et ils se concentrent, sans se focaliser sur la menace, si elle est permanente, des tarifs américains. Encore une fois, le marché américain pour la Chine est désormais relativement petit comparé au marché mondial des ventes. Le marché américain pour la Chine représente 12% ou moins. Ce qui compte pour eux, c'est le Sud global et surtout l'Asie. L'Asie représente plus de 50%. L'Europe reste importante pour eux et cela dépend des Européens. La balle est dans le camp européen. Si les Européens continuent à considérer la Chine comme un concurrent hostile ou à utiliser ce genre de terminologie stupide venant de Bruxelles, ils vont perdre. Les Chinois, eux, restent détendus à ce sujet. Et encore une fois, c'est un sentiment de confiance en soi, n'est-ce pas? Vous voyez, tout est lié. Le succès du sommet de l'OCS à Tianjin, le succès du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, et la manière dont les Chinois sont arrivés à la rencontre Trump-Xi en disant en substance « Écoutez, nous vous avons déjà dit ce que nous attendons de cette relation ». Si vous voulez entretenir une relation entre adultes et fondée sur le respect mutuel, nous y sommes tout à fait favorables. Si ce n'est pas le cas, nous continuerons à faire ce que nous faisons selon nos propres intérêts nationaux. Voilà tout. Peut-être, Danny, et vous tous, Trump a retenu quoi? 4 ou 5 mots de tout cela. En gros, on pourrait résumer ça en termes trumpiens. Je ferais mieux de ne pas m'en prendre à ces types. Ils sont trop forts. Qu'a-t-il dit quelques jours plus tard? La Chine est trop forte. La Russie est trop forte. Xi et Poutine sont très intelligents. Blablabla. Bla bla. Donc apparemment, il a compris le message, ce qui est déjà énorme dans son cas. Qu'est-ce que cela signifie? La conséquence la plus plausible de tout cela est que du point de vue de Trump, nous ne verrons peut-être pas nécessairement tout le cirque Trump 2.0 autour de lui. Peut-être pense-t-il, je ne devrais pas essayer de conclure un accord ou de faire pression sur la Chine et la Russie car je n'obtiendrai rien. Mais je peux obtenir quelque chose si je déchaîne ma fureur sur ces différents pôles du Sud global. Et ce n'est pas un hasard si, immédiatement après ces sommets,
le cas du Venezuela se retrouve désormais en tête de liste partout. Il y a des menaces d'intervention au Nigeria, des menaces contre la Colombie et le Mexique, vous pouvez tout imaginer. Et tôt ou tard, il pourrait même tenter quelque chose en Asie centrale. N'oublions pas que nous avons déjà vu des tentatives de révolution de couleur au Kirghizistan et au Kazakhstan. Juste avant l'Ukraine. Juste avant l'Ukraine. Et oui, qui a sauvé le Kazakhstan? C'est la Russie. La Russie a sauvé Tokayev au Kazakhstan. On peut donc voir une réorganisation de l'échiquier dans ces termes. D'accord, la Russie et la Chine, je ne peux pas le faire. Mais pour les autres, je peux le faire comme ça. Et c'est pour cela que c'est tellement plus dangereux pour tout le monde dans le Sud global, parce qu'il peut déchaîner sa fureur et celle de l'administration américaine n'importe où, n'importe quand, en contournant le droit international. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent complètement. Ils peuvent tuer des gens comme ça, simplement parce qu'ils le veulent. Alors maintenant, le changement de paradigme que nous avons observé dans les premiers mois de tout cela, au cours de cette année, depuis son arrivée au pouvoir, la fin de l'ordre international fondé sur des règles, c'est désormais l'absence totale de règles, le chaos international. Complètement. Complètement. Et pire encore, avec le dirigeant totalement hors de contrôle. Étant donné ce que vous venez de dire, c'est absolument crucial. Nous avons des gens comme Pete Hegseth qui répandent littéralement la doctrine du soi-disant département de la guerre en déclarant sans détour aucune légalité. La létalité est désormais le mot d'ordre. Oui, ou l'égalité tiède, comme il l'a formulé. Pour être tout à fait honnête, nous avons vu Donald Trump refléter cela et dire « Non, nous allons simplement tuer et faire exploser ». Et si nous nous adressons même aux États-Unis, même au droit américain, si nous nous adressons au Congrès, nous ne faisons que leur passer des petits mots comme dans une salle de classe. Nous ne demandons ni approbation, ni désapprobation, ni quoi que ce soit de ce genre. Nous sommes maintenant à un moment où la Russie a progressé militairement. La Chine a progressé militairement à un degré considérable. Mais la Russie en particulier, dans le contexte de ce conflit en Ukraine, et du traité New START arrivant à expiration en février. Ce désordre que l'administration Trump, d'un côté, a hérité et de l'autre, a aggravé, comment cela entre-t-il en ligne de compte dans l'élaboration d'une sorte de stratégie, comme vous l'avez dit, visant à s'en prendre aux maillons les plus faibles? Parce que cela ne disparaît pas. Ce qui se passe en Ukraine, peut-être que tu peux en parler, ne disparaît pas. Le fait est qu'il y a d'importantes forces à l'intérieur des États-Unis qui poussent et poussent davantage vers la Russie et aussi vers l'Europe avec leurs nouveaux plans militaires. Tu as probablement vu ça. Ils poussent tous vers un conflit à long terme avec la Russie. Il n'y a eu aucun relâchement avec la Chine, malgré toute la rhétorique et tout le reste que nous entendons. C'est donc beaucoup à gérer. Je ne sais pas trop. Enfin, je voulais dire, surtout avec les traités nucléaires expirés et une administration chaotique et incontrôlable comme celle de Trump. Eh bien, dans les prochains jours, lorsque je retournerai à Moscou, je pourrai approfondir votre question du point de vue russe. Vu de l'extérieur pour le moment, il semble assez détendu. Une fois encore, leur confiance en eux, en matière de capacité nucléaire, la qualité des connaissances nucléaires qu'ils ont accumulées, et maintenant, vous savez, cela s'est diffusé à travers tant de projets différents. Ce qui se passe sur le champ de bataille, tout le monde le sait, y compris le fameux drame de Pokrovsk, qui dure depuis toujours. Bientôt, il n'y aura plus de drame. Pokrovsk, c'est fini. Et le fait qu'il continue à ne pas se presser est tout à fait extraordinaire, compte tenu de toute la pression, une partie venant de l'intérieur de la Russie, de groupes, disons, crypto-atlantistes poussant Poutine à faire quelque chose de plus radical.
Les directives du SMO ne changeront pas. Elles n'ont pas changé depuis plus de 3 ans et demi, et elles ne changeront pas. Si le front s'effondre dans les prochaines semaines, ou même à la fin de 2026, cela n'aura aucune importance. L'affaire de l'Alaska, celle d'Anchorage, ils l'ont déjà examinée. Ils ont déjà fait une sorte de démolition de l'Alaska. Ils ont compris que cela ne pouvait mener nulle part. Et Trump n'avait pas une seule carte décente à jouer en Alaska. Et il n'a finalement pas joué. Donc les Russes continuent de faire ce qu'ils font. C'est fascinant, car en parallèle, les Russes et les Chinois continuent de faire ce qu'ils font dans différents domaines, y compris dans leurs relations stratégiques, comme si les États-Unis n'existaient même pas à bien des égards. Par exemple, plus tôt cette semaine, la visite de Mishustin à Pékin a eu lieu. C'était extrêmement important. Vous savez pourquoi? L'homme qui s'occupe des aspects concrets du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, la mise en œuvre des projets, les discussions avec les dirigeants, c'est Mishustin, le Premier ministre. Ce n'est pas Poutine, ni d'autres ministres, c'est le Premier ministre russe. Et c'est pourquoi il a été reçu personnellement par Xi Jinping. Et Xi Jinping lui a dit « Fantastique, vous êtes un grand ami du peuple chinois. » Quand le président de la Chine dit cela à quelqu'un, « Wow, cela signifie que vous êtes vraiment au plus haut niveau, vous voyez. Et bien sûr, nous vous faisons confiance, vous êtes des nôtres. Donc le niveau d'entente est vraiment à son apogée. » Et les détails techniques en ce qui concerne tout. Par exemple, je doute que les gens à Washington sachent même que cela a été promulgué. Les Chinois ont promis aux Russes qu'ils aideraient à soutenir financièrement les grandes entreprises russes en cas d'éventuelle attaque de l'OTAN contre la Russie et inversement. C'est un accord d'investissement mutuel et de protection économique signé par la loi au plus haut niveau. Donc, si quelque chose de plus radical se produit avec Sberbank, par exemple, ou Lukoil ou Rosneft, en plus des sanctions, les Chinois seront là. Ils soutiennent la Russie. Tout cela fait donc partie du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et c'est négocié là-haut, dans la plupart des cas par Mishustin en personne. C'est pourquoi cette visite était si importante. Ils discutaient, entre autres, de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des projets de développement entre l'Extrême-Orient russe, la sphère chinoise et l'Asie centrale. Il s'agit donc d'une intégration géoéconomique du développement de l'Extrême-Orient russe, qui constitue une question de sécurité nationale pour la Russie. Les 5 États d'Asie centrale, en particulier les 4 États d'Asie centrale, car le Turkménistan est un acteur très idiosyncratique. C'est une république gazière, isolationniste, mais qui se débrouille très bien seule et ne s'implique pas dans la géopolitique. Les 4 États d'Asie centrale et la Chine, toute cette région sera donc développée comme une sorte de ceinture et route supplémentaire à l'intérieur même de l'initiative de la ceinture et la route. Alors, que voyons-nous? Nous voyons l'expansion de la zone, de l'idée, du projet, de la politique étrangère, du concept global, du concept géoéconomique, et ainsi de suite, de la ceinture et la route. Elle a commencé il y a 12 ans en Asie centrale. Elle est maintenant mise en œuvre un peu partout, et Slavovetemnikstan en Grèce. Et puis, nous voyons l'initiative La ceinture et la route entrer en contact direct et interagir avec tout ce dont ils discutent chaque année au forum de Vladivostok. J'y étais il y a un peu plus d'un mois, et les gens parlaient exactement de cela. Et ce qui est très important, il y avait aussi des Sud-Coréens, des Mongols, de nombreux Sud-Est asiatiques, des Indiens. Et bien sûr, très important, toutes les personnalités influentes de l'Extrême-Orient russe en parlaient, surtout avec les Centro-Asiatiques et les Chinois, en disant « Écoutez, nous avons besoin de plus d'intégration ». Donc la complexité ahurissante de ce processus d'intégration, je pense que c'est trop pour que Washington puisse l'assimiler, Danny. C'est trop.
C'est trop lointain, trop complexe. Et nous avons cet ambassadeur idiot à Kuala Lumpur qui parle de chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'il sait ce qu'est une chaîne d'approvisionnement? Non, je ne pense pas. Vraiment pas. Eh bien, on le voit aussi dans l'image, Pepe. Je veux dire, même pendant la réunion, je me souviens avoir entendu, avant la rencontre entre Xi et Poutine en Corée du Sud, Donald Trump et son administration disaient « Nous allons parler à la Chine pour qu'elle nous aide avec la Russie ». On a entendu ça 1000 fois sous l'administration Biden. Puis Donald Trump va rencontrer Xi Jinping et n'obtient qu'environ 100 minutes. Et pendant ces 100 minutes, aucun compte-rendu ne mentionne la Russie. Parce qu'il est presque certain qu'au téléphone et dans toute la préparation de ces réunions, le côté chinois a dû dire « Nous ne parlons pas de notre relation ». Et il n'y a même pas eu la moindre mention de la Chine arrêtant ou s'abstenant d'acheter de l'énergie russe. Mon Dieu. Bon, je pense que la seule explication, c'est que tout cela est destiné à la consommation intérieure américaine, ce blabla habituel. Nous allons y aller. Je vais donner une leçon assez comique. Espérez que personne ne fasse attention 10 minutes après la fin de la réunion. Ça ne fonctionne pas comme ça, Zach. Je pense qu'une partie de la difficulté pour les États-Unis à comprendre ce qui se passe en matière d'intégration vient du fait que les forces dirigeantes aux États-Unis n'ont absolument aucun intérêt pour ce qu'il faut afin que la Chine et la Russie s'intègrent au reste du monde. Ce qui implique des investissements massifs dans le développement des infrastructures, les réseaux commerciaux, la création de routes commerciales, et bien sûr, la construction du type de prospérité nécessaire pour que tout cela fonctionne. Tu as dit dans d'autres émissions que nous assistons, pour les États-Unis et l'Empire du Chaos, à une sorte de répétition constante de l'histoire en matière de changement de régime, au Venezuela et ailleurs. Parce que ceux qui contrôlent les leviers de pouvoir aux États-Unis ont tendance les mêmes personnes. Eh bien, c'est l'une des choses que deux de mes meilleures sources à Washington, enfin, elles ne sont plus à Washington maintenant, m'ont dites. Ce sont des OG, des Original Gangsters, les ultra-durs de la vieille école du renseignement. Et c'est très intéressant, car ils commentaient toujours mes articles quand je travaillais pour Asia Times. Beaucoup de gens dans la communauté du renseignement à DC, dans la Beltway, lisaient Asia Times. Ils me disaient, « Écoute, tu es trop naïf. Peu importe qui est président, peu importe quoi que ce soit, ce sont toujours les mêmes personnes. Elles sont totalement invisibles. Ce sont elles qui contrôlent et dirigent tout le temps. » Ces types avaient rencontré ces gens et travaillé avec eux. Et ils me répétaient toujours, « Tu ne les vois jamais. Les décisions ne sont pas prises en public. » Les décisions sont prises lors de réunions exclusives, n'est-ce pas? Dans des clubs luxueux de la côte Est, ou peut-être lors de dîners au Harvard Club à New York. Et c'est tout. C'est extrêmement privé. Personne n'y a accès, sauf eux. Et ce sont eux qui décident de la suite. Par exemple, ce sont ces personnes qui décident, oui, tu vois ce type de l'Arkansas, Bill Clinton, d'accord, testons-le. S'il réussit le test, très bien. Même chose pour Obama. Et Obama, comme tu le sais, et comme notre public le sait, il a trompé tout le monde. Il a été formé à la perfection. À la perfection. Mais il devait être approuvé par ces types. En fait, certains d'entre eux ont eux-mêmes formé Obama. Certains de leurs émissaires, comme Zbigniew Brzezinski, l'ont personnellement formé. Voilà comment ça fonctionne. Évidemment, Trump a aussi été mis de côté, puis ils ont dit, d'accord, donnons une autre chance à ce type. C'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Donc, en termes de continuité du gouvernement, tout est là.
tout l'état d'esprit de l'exceptionnalisme, de la destinée manifeste, de la cité brillante sur la colline, toute cette mythologie. Tout cela s'est complètement effondré. Mais à différents niveaux, c'est toujours la même chose. Ce sont toujours les mêmes familles et les mêmes personnes. Ce qui m'amène à quelque chose de très troublant. Ces gens ont probablement donné leur feu vert au nouveau maire musulman de New York. En fait, on peut dire qu'ils l'ont fait. D'accord, voyons, donnons une chance à ce type, parce qu'ils savaient que ce qu'ils avaient avant ne fonctionnait pas. Et New York est un laboratoire parfait pour tester quelque chose comme ça, tu sais. Donc, Mamdani est un cas très intéressant. J'ai suivi son discours d'acceptation en direct, et ma première réaction a été « Oh merde, il parle comme Obama ». Je crois qu'il a beaucoup des mêmes personnes derrière lui. Il a reçu un appel d'Obama, et je pense qu'il a en grande partie la même équipe. Bien sûr. Oh mon Dieu, c'est un Obama revisité, et il était vraiment, vraiment malin. Vous savez, des infirmières d'Ouzbékistan, des chauffeurs de taxi sénégalais, des propriétaires d'épiceries du Yémen, des abuelitas du Mexique, c'était brillant. C'était brillant, absolument brillant. Les partisans de MAGA devenaient fous. Mais le problème, c'est que New York est en réalité composé précisément de ces gens-là. Je veux dire, c'est censé s'adresser aux habitants de New York. Et c'est une grande partie de l'enjeu. La grande majorité des habitants de New York, ce sont eux, les gens. Mon plus grand plaisir quand j'y étais, c'était toujours de parler avec les classes populaires. Les personnes les plus formidables de New York, ce sont les classes populaires, sans aucun doute. Mais est-ce que ce type aura la possibilité de mettre en œuvre ne serait-ce que 10% de ce qu'il a promis? Je me le demande. Eh bien, Wall Street possède New York. Donc il devra passer par Wall Street. Oui, non, c'est une situation vraiment intéressante. Et j'ai l'impression que, si quelqu'un comme Mamdani gagne, la raison pour laquelle nous avons même quelqu'un comme Donald Trump, c'est qu'il existe des idées fausses parmi les différents courants politiques aux États-Unis sur la manière de faire face à la grande crise qui confronte l'empire du chaos, à savoir sa décomposition ultime et son histoire descendante. Mais au fond, surtout quand il s'agit de Donald Trump, c'est une illusion de croire que quelqu'un comme lui, simplement parce que l'ancienne méthode ne fonctionne plus, allait d'une manière ou d'une autre arriver et dirait bien, nous allons régler ça, nous allons nous replier sur nous-mêmes. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Comme tu l'as dit à propos de l'ambassadeur américain en Malaisie, qui ne comprenait pas les chaînes d'approvisionnement, c'est une mauvaise compréhension du fonctionnement d'un empire. Un empire mu par le capital transatlantique. Je veux dire, le capital ne reste pas là à chercher à se réinvestir dans l'un des endroits les plus endettés et les plus coûteux du monde, à savoir les États-Unis. Eh bien, je suis très curieux de voir ce qui va se passer à New York. Cela me donne envie de recommencer à venir à New York, qui était l'une de mes bases il y a des années. Oui, ancienne capitale du XXe siècle. Pour le moment, encore seulement la capitale du XXe siècle. Et ex-capitale du XXe. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Eh bien, Pepe, as-tu des réflexions finales avant qu'on parte d'ici? C'est une période historique. La prochaine fois qu'on se parlera, tu seras probablement en Russie ou ailleurs dans le monde. Alors des pensées finales sur ce qui nous attend. Laisse-moi essayer quelque chose d'auspicieux, juste pour une courte pause. C'est lié à notre conversation. Aujourd'hui, j'ai vu le premier montage brut du documentaire que nous avons tourné au Xinjiang, et je pense que nous tenons un gagnant. Beaucoup de gens vont être extrêmement furieux à cause de ce documentaire. Ils le détestent déjà d'avance.
parce que nous montrons la vraie vie dans l'un des pôles clés de la plus grande économie du monde. La vraie vie montrée par les gens qui y vivent réellement, tout en établissant un lien entre le glorieux passé des routes de la soie et bien sûr les régions de l'Ouest, comme les Chinois appelaient autrefois le Xinjiang, et maintenant l'avenir. C'est donc l'une des choses qui me motive, parce que lorsque je suis en Asie, lorsque je vis en Asie, ta perspective, du moins, n'est pas aussi biaisée que lorsque tu es en NATO-stan, dans l'Occident collectif, ou aux États-Unis d'ailleurs. Autant le dire, l'Occident me manque énormément. J'ai grandi en connaissant davantage l'Occident que l'Amérique latine d'ailleurs. Donc, bien sûr que ça me manque. Mais ce qui me manque, c'est les États-Unis des gens réels. Et évidemment, être témoin d'un coup d'État militaire déclenché par les États-Unis quand on est enfant, cela vous marque pour le reste de votre vie. Alors vous savez, quand j'entends ce ministre du Venezuela parler de la relation avec le Vietnam, un peuple à la volonté de faire, qui peut enseigner quelques astuces à l'Empire, nous comprenons parfaitement ce qu'il veut dire. Parce qu'à l'époque, et pour revenir à votre référence à un noir évoquant Bandung en 1955, c'est quelque chose de très très fort ici en Asie, ici en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, évidemment. Et tout cela. Et dans les conversations avec des diplomates et des hommes d'affaires, ils disent que la différence, c'est qu'en 1955, après Bandung, puis avec le mouvement des non-alignés dans les années 1960, nous n'étions pas assez forts. Nous n'avions pas assez de pouvoir pour contrebalancer l'Empire. Maintenant, nous l'avons. Mais cela ramène à cette question restée sans réponse depuis le début de notre conversation. Ont-ils ce qu'il faut pour tenir tête à un empire totalement hors de contrôle sur le plan de l'organisation politique? Je ne pense pas que nous en soyons encore là. Je ne pense pas que nous en soyons encore là. Et évidemment, ce serait Poutine et Xi ensemble qui convoqueraient une réunion des BRICS en disant « Les gars, d'accord, tout le monde s'assoit ici et nous devons adopter une position géopolitique concertée compte tenu de tout ce qui se passe et de la désagrégation de l'Empire. » Allons-nous avoir cela? Pas pour le moment, malheureusement. Je ne le pense pas.